Eh bien voilà, après presque une semaine d'absence, nous voici encore là pour le compte de cette grande émission Point d'actualité. Cette émission qui analyse bien sûr les actualités politiques en République démocratique du Congo pour ces nouveaux numéros. Vous le savez bien, le gouvernement Sama Lukonde a été investi par 410 députés sur le 412 qui ont participé. Il y a eu 2 abstentions. Ce gouvernement est appelé à répondre aux attentes de la population, surtout à lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, aussi sur les situations sociales. Nous en parlons au cours de cette émission avec M. Chris Mukendi, qui est de l'AFDCA de Modeste Bahati, l'actuel président du Sénat. Il est déjà là avec nous. M. Chris Mukendi, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. De l'entrée de jeu, comment se porte votre plateforme politique, l'AFDCA? L'AFDCA, qui a le privilège d'avoir à sa tête le président du Sénat, l'autorité morale Modeste Bahati, se porte merveilleusement bien. Vous savez que nous sommes membres de premier plan au niveau de l'Union sacrée. Et à ces niveaux-là, nous nous sommes engagés aux côtés du chef de l'État pour pouvoir l'accompagner à bien atterrir son premier quinquennat. Donc nous nous portons merveilleusement bien et nous sommes très actifs sur le terrain pour accompagner les chefs de l'État. Après avoir créé Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui vous vous réjouissez quand même de vous jouir de ce poste-là du président du Sénat, l'AFDCA. Je crois que la dynamique politique dans le pays est telle qu'on ne peut même pas parler de trahison en ce qui concerne notre ancienne appartenance au niveau du FCC. Comme vous le savez, il y a eu un problème interne au sein du FCC qui avait fait que notre autorité morale, Modeste Bahati, avait pris des distances vis-à-vis de cette plateforme politique. Mais déjà à l'époque, puisque nous appartenions à la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, dès lors que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été élu, nous avons toujours été à ses côtés pour l'accompagner à faire son mandat. À faire son mandat, vous avez lutté pour qu'il y ait aujourd'hui une majorité de l'Union sacrée, puisqu'aujourd'hui il y a eu redéfinition de la majorité. Sous le plan constitutionnel, en vous, est-ce que vous n'êtes pas dit qu'il y a eu violation de la Constitution? Je ne pense pas. Vous savez que une reconfiguration de la majorité au sein de l'Assemblée nationale est reconnue sur le plan juridique. Dès lors que le bureau qui a été placé à l'Assemblée nationale s'est vu renversé par la même majorité qu'il avait placé, il était clair que la majorité avait changé de camp. Donc, de ce point de vue-là, il était important qu'on puisse redéfinir les cartes au niveau de l'Assemblée nationale pour savoir de quel côté s'est trouvée la majorité. Il n'y a pas eu violation de la Constitution et nous pensons que le jeu a été démocratique et le bureau qui a été installé a opté pour faire partie de ce nouvel élan politique que le chef de l'État avait initié, qui est l'Union sacrée. Et vous avez vu avec l'investiture du gouvernement hier que 410 députés nationaux ont accepté d'investir le gouvernement, ce qui veut dire que l'assentiment de la population entière à travers les députés nationaux... Le PPRD n'a pas voulu que ça soit encore, qu'on puisse encore dire, voilà qu'ils ont encore voulu bloquer l'investiture, voilà pourquoi ils vous ont accompagné, pour voir de quoi vous serez capable. Non, non, nous sommes en démocratie. La démocratie ne veut pas dire accepter. La démocratie veut dire aussi abstention. La démocratie veut dire aussi contre. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas en vouloir à un groupe politique pour avoir exprimé en toute liberté ces droits qui sont fondamentalement reconnus au sein de la Constitution. Mais vous avez vu, à travers les votes qui ont eu lieu hier, que la majorité de la population, parce que cette population est représentée par les députés nationaux, qu'ils soient du PPRD, qu'ils soient des partis politiques qui sont membres du FCC, ce sont les députés de la République. Ils représentent la population. Donc, par leur vote, ils ont exprimé le vœu
l'aspiration profonde de la population de voir un nouveau gouvernement qui puisse s'atteler aux problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. Donc, nous avons salué le vote et l'investiture du gouvernement à travers les 410 députés qui ont donné caution au gouvernement Sama Lukonde. Vous encaissez même la dictature de Mbosso, puisque ça a été réclamé par Fidel qu'il avait bien dit, écoutez, Mbosso dirige l'Assemblée nationale par dictature. Vous l'encaissez, c'est Fidel Likinda, voilà, le nom est arrivé, l'honorable Fidel Likinda. Vous suivez Félix Tshisekedi par conviction ou juste le pouvoir pour le pouvoir? Je voudrais rappeler d'abord ici les principes qui fait qu'au sein de l'Assemblée nationale, les regroupements politiques soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Il est un principe, lorsque il y a une nouvelle Assemblée nationale, chaque regroupement politique qui siège à l'Assemblée nationale fait une déclaration d'appartenance soit à la majorité, soit à l'opposition. Cela s'effectue au début de la législature, c'est pas au milieu. Justement. Maintenant, là, il y a eu violation. Non, non, là, si quand on vous dites... faire allusion à ces règlements. Non, mais nous sommes dans un cas où, au début, il y a eu un mandat, mais il y a une reconfiguration à travers la motion qui a fait déchoir les bureaux de Mabunda. Donc, de ce point de vue-là, on pouvait encore procéder à une reconfiguration. Donc, j'ai dit, lorsqu'il y a une Assemblée nationale qui est nouvellement installée, le parti politique, les regroupements politiques qui sont présents au sein de l'hémicycle font une déclaration d'appartenance. Je voudrais vous dire ici que notre déclaration d'appartenance d'avril 2019 n'a pas changé en tant que AFDCA regroupement politique. Nous avions déjà à cette époque-là. Nous avions commun pour le Congo et non majorité. Il y a une différence. Non, non, la majorité. Non. Au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas majorité FCC, majorité Union Sacrée. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a simplement, s'il vous plaît, au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le FCC ou l'Union Sacrée ne sont pas reconnus comme des plateformes politiques dans les pays, ne sont pas enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce sont des partis politiques qui sont enregistrés, ce sont des regroupements politiques qui sont enregistrés. L'Union Sacrée, tout comme les FCC, sont des regroupements de faits. Donc, nous avons assisté, nous avons fait notre déclaration d'appartenance. Je crois que c'était le 19 avril 2019 à l'Assemblée nationale comme appartenant à la majorité parlementaire. Et jusqu'aujourd'hui, la FDCA n'a pas changé de position en ce qui concerne son accompagnement du chef de l'État qui a été installé depuis le 24 janvier 2019. Ok. Je vous ai posé une question. Vous suivez Félix Tshisekedi par conviction? Justement, je vous ai rappelé. Pouvoir pour le pouvoir. Vous savez à quel moment on peut faire l'opposition à un président de la République? Lorsque ce président commence à marcher sur les aspirations profondes de la population. On ne fait pas l'opposition pour l'opposition. On ne fait pas l'opposition parce que Félix est le fils de Tshisekedi, on n'a pas aimé son père, on va faire l'opposition au fils. Non, ça c'est pas de l'opposition, c'est de la haine. Donc, nous pensons que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il a montré une certaine détermination de pouvoir amener le pays vers un développement. Nous avons senti en lui la volonté de changer les choses dans les pays. Et nous soutenons cette volonté. Il faut ne pas être patriote en ce moment pour ne pas s'aligner. C'est la même volonté qu'avait le FCC. Il fallait y rester. Pourquoi vous avez voulu quitter? Vous savez, à un certain moment, on peut accepter certaines choses. Mais il y a une fin à tout. Lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est installé, les amis qui étaient au FCC, ils devraient comprendre que le pouvoir a changé de camp et qu'ils ne devraient plus continuer à faire allégeance à l'ancien chef de l'État, qui n'avait plus du tout le pouvoir. Malheureusement, certains ont continué à croire que Kabila était encore le président du Congo. Certains ont continué à croire qu'il a cédé son pouvoir momentanément. Il va encore les récupérer à un certain moment. Ben, ils étaient justement, en coalition. On pouvait se dire que c'est la même famille. Le chef de la coalition est un. C'est comme une famille. On ne peut pas avoir dans une famille papa et maman qui sont au même moment chef, au même niveau. Non, c'est le papa qui est le chef du foyer, le chef
de la famille. Maman, c'est vrai, a ses rôles à jouer dans la famille, mais elle n'est pas le numéro 1 de la famille. C'est ce qui s'était réellement passé au niveau du FCC, la coalition FCC Cash. Félix Tshisekedi l'a dit au cours de son discours, il a subi des humiliations. Il a subi des choses qu'aucun chef de l'État ne pouvait tolérer. Comme on dit, c'était les ras-le-bol. Il a mis fin à ces mariages-là. Ceux qui ont voulu lui tendre la main pour continuer à construire les pays sont avec lui aujourd'hui. Et le pays vient d'être remis sur les rails à partir de l'investiture du gouvernement. Et nous pensons que, dès ce moment, nous pouvons encore espérer avoir de la lumière dans le pays. Investiture du gouvernement, parlons-en. Avant la sortie du gouvernement, on a entendu votre autorité morale réclamer des postes. Si on ne me donnait pas 5 ministères, 6 ministères ou ministères, je vais bloquer la sortie du gouvernement. Aujourd'hui, on peut se dire que l'AFDC est satisfait par rapport à la sortie du gouvernement, ou bien ils ont recueilli le nombre de quotas voulus. J'aurais bien voulu que vous me montriez une image, que vous avez une vidéo, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a eu des réclamations. Je suis en train. Je suis en train. Vous n'allez pas quand même nous compléter. Je suis en train d'y arriver. Vous n'allez pas me présenter une interview ou une vidéo à travers laquelle... La politique, c'est pas seulement des images. S'il vous plaît. Mais la politique, c'est aussi de l'intoxication, malheureusement. Pensez-vous qu'il y a aussi... Laissez-moi finir. C'est aussi des personnes qui sont réellement des détracteurs à un certain moment, qui cherchent à semer les troubles dans cette lune de miel qui existe actuellement entre les chefs de l'État et Modeste Bahati. Vous avez été, je crois, lorsque Modeste Bahati a joué le rôle de l'informateur au niveau pour la formation du gouvernement, on lui a posé cette question au cours d'un point de presse au Fleuve Congo Hotel. Il a clairement dit, nous, on ne revendique rien. Nous prendrions tout ce que le chef de l'État aura à nous donner. Mais il s'est fait aussi que dans les calculs politiques, dans cette arithmétique politique qui a conduit à la formation du gouvernement, les conditions ont été posées. Pour devenir ministre, il faut que la plateforme qui a adhéré à l'Union sacrée puisse, au niveau de l'Assemblée nationale, puisse disposer de 8 députés nationaux. Donc, 8 députés nationaux égale un poste ministériel. Prenons le cas de l'FDC, qui, au niveau de l'Assemblée nationale, compte 41 députés. Donc, ça veut dire que si nous prenons cette arithmétique politique-là, qui fait que 8 députés égale à un ministre, naturellement, l'FDC de Modeste Bahati devrait avoir 5 ministres. Naturellement. Mais puisque nous ne sommes pas dans ces chantages politiques, dans cette, on n'est pas resté omnibulé par cette pratique-là, on a un gouvernement au sein duquel l'FDCA n'a que 4 ministres. Est-ce que vous avez vu... Vous avez même sacrifié s'il vous plaît, Steve qui est un ancien de... Il n'y a pas de sacrifice qui a été consenti là-bas. C'était un jeu... parti à 5 députés. Mais Steve aujourd'hui se retrouve nulle part. Mais est-ce qu'il doit toujours se retrouver? Le gouvernement n'appartient pas à M. Mikaï. Ça, il faut qu'on se le dise. À chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a des ministres qui sortent, il y a des nouveaux ministres qui entrent. On ne fait pas, comme on a à le dire à travers les médias, on ne fait pas carrière au sein du gouvernement. Si vous voulez faire carrière dans un domaine donné, allez à l'administration publique. Là, vous allez retrouver des gens qui ont 40 ans de carrière, 35 ans de carrière, mais vous n'avez aucun ministre qui a fait 20 ans au gouvernement. Il n'y en a pas. Donc, c'est un jeu démocratique. Il faut, puisque l'alternance, ce n'est pas seulement au niveau de la présidente de la République, l'alternance, c'est aussi au niveau du gouvernement. Vous l'avez il ne faut pas parler des hommes. Le problème avec nous dans le pays, c'est que nous ne savons pas évoluer parce qu'au lieu de parler des principes, nous parlons des hommes. Son poids politique, de ces 5 députés. Mais son poids politique. Si c'était pas Steve, un autre membre de son parti pouvait occuper un poste ministériel. Mais je vous dis, il y a Madame Adel Kainga aujourd'hui, qui est ministre du portefeuille. Elle est membre d'un parti politique allié à la FDC.
Elle n'a pas trois députés. Mais au nom de la solidarité au sein de notre regroupement politique, vous l'avez récompensé plus que autant. on récompense toujours les loyaux dans la vie. Si vous, dans votre perception des récompenses, vous récompensez les traîtres, vous récompensez les dissidents, mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui étaient restés loyaux avec vous? Qu'est-ce que vous faites? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'était pas de régler des comptes à Steve Mikaï. Le problème, c'était, au nom de la solidarité, au sein de notre regroupement politique, puisque nous avons au total 37 partis politiques au sein de la FDCA, il faut donner à un certain moment l'occasion à tout le monde de pouvoir avoir la chance de travailler pour la République. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un bon climat au sein de votre plateforme? S'il n'y avait pas de bon climat, vous l'aurez certainement perçu. Et je crois qu'il n'y a aucune déclaration qui va dans le sens de nuire à notre parti politique, si ce n'est des comptes Twitter de M. Cartésien. Vous connaissez Cartésien? Vous connaissez Cartésien? C'est à vous de... Moi, voilà, il y a un certain monsieur qui s'appelle Cartésien 13 dans Twitter qui se permet d'écrire n'importe quoi. Mais au sein de notre regroupement politique, il n'y a aucun malaise. Je crois que c'est vrai qu'on ne peut pas donner des postes de ministre à tout le monde. Il faut aussi reconnaître que dans tous les partis politiques, dans toutes les plateformes politiques, vous allez retrouver des frustrations, des mécontentements, vous allez les retrouver. Vous vous rappelez encore du cas des 138 députés qu'on a appelés révolutionnaires, tout ça, qui ont exprimé leur mécontentement. Il y en aura toujours. Hein. Dès le jour où vous avez accepté de faire la politique, vous acceptez la contradiction, vous acceptez des frustrations, vous acceptez des mécontentements, mais ce qui est important, c'est de faire avancer la République. Félix Tshisekedi reçoit les élus de l'Union sacrée le samedi. Le lundi, il y a investiture du gouvernement au la main. On attend parler de 1000 $ pour chaque député après la réunion. Est-ce pas une corruption? Monsieur le journaliste. Non, quand même, vous êtes informé du fait. Non, je vais vous parler des principes. Non, vous le savez quand même. Vous m'apprenez. Mais je vous informe quand même des faits. Vous savez que le chef d'État était en réunion avec les députés ça, je sais. le samedi. Ça, je sais. Mais vous m'apprenez que chaque député a 1000 $ pour les carburants. Voilà, on va y arriver. Est-ce que vous savez que dans toutes les entreprises publiques ici, lorsque le conseil d'administration siège, les gens ont des cachets? Est-ce que vous le savez? Même dans nos administrations publiques ici, lorsqu'il y a une réunion qui se termine, il y a des cachets qu'on donne aux gens. S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Non. C'est parce que je crois que le chef de l'État a un frais de fonctionnement pour que lorsqu'il reçoit des hôtes, il faut les dire. Ce n'est pas de l'argent qu'on gaspille comme ça. Non, mais imaginez, vous avez, quand vous partez dans une réunion, mais on a l'habitude d'aller dans des réunions, vous terminez la réunion, on vous demande d'aller signer une liste de présence quelque part, il y a une collation. Mais si dans des petites entreprises, on peut le faire, si c'est pas dans des réunions au niveau des entreprises, on les fait, mais qu'est-ce qui vous étonnerait que quelqu'un qui a été reçu en audience auprès du chef de l'État en sortant, on lui donne 200 $ pour mettre le carburant? Ça vous étonne en quoi? On a parlé de 1000 $. Non, mais peu importe le montant. Ça dépend du budget. Mais dites-moi un peu. Il y a eu combien de députés? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. À l'Est, il y a des... Est-ce que vous avez un député qu'on peut acheter avec 1000 $? Franchement, soyons sérieux. Le député, il a un salaire de combien pour qu'on l'achète avec 1000 $? Non. Vous voulez juste non, arrêtez. C'est vous aussi, la presse, qui parfois donnez l'occasion à la population. La presse dénonce toujours. Non, mais qu'est-ce que vous dénoncez? Mais la presse dénonce. Non, et la presse informe. C'est ça. Écoutez, arrêtez alors avec des collations à toutes les réunions au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, dans toutes nos entreprises publiques ici. Arrêtez. Chacun doit vivre alors de son salaire, même si on t'invite chez les présidents, vous venez, vous sortez comme ça, et puis voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous parlez du président qui a... Je parle des principes qui régissent le fonctionnement des institutions. Lorsqu'il y a des réunions,
Au bout de cette... Lorsque... Donc, on reconnaît que ces députés ça fait entrer. Juste reçu 1000 $. Ça, moi, je ne sais pas. Des transports, je ne sais pas. La corruption. Je ne sais, mais dis-moi, comment on peut corrompre un député avec 1000 $? Mais soyons sérieux. Mais ça peut arriver. Non, mais ça, c'est clochardiser les députés. Non. Ne prenez pas nos députés à ce niveau-là, s'il vous plaît. Défendre les députés. Ne prenez pas... C'est ça? Non, non, le problème, ce n'est pas les camps des députés, mais ce sont des honorables. Les députés sont déshonorables. Il ne faut pas, sur les plateaux de télévision, essayer de les réduire comme ça avec des 1000 $. Non, pas du tout. Je pense que, comme je l'ai dit, dans toutes ces organisations, dans tous les ministères, quand vous allez dans une réunion au ministère de Finances, vous allez dans une réunion au ministère de Budget, à la fin de la réunion, on vous appelle. Monsieur, venez signer une liste ici. Est-ce que vous refusez de signer cette présence-là? Même vous, les journalistes, vous demandez, vous réclamez des cachets. Lorsque vous tendez les micros aux gens, monsieur Mukendi, est-ce qu'on peut vous interviewer? À la fin, qu'est-ce que vous demandez? C'est notre droit. Ah ben voilà. C'est la même chose aussi, les présidents de la République ne peuvent pas faire déplacer des honorables députés comme ça pour une réunion, et à la fin de la réunion, ils rentrent comme des vulgaires citoyens. Non, pas du tout. D'autant plus que la présidence de la République a une dotation. Ils puissent dans leur dotation, ils disent, bon, ok, on a combien là-bas? Bon, ok, paye-leur les transports. Alors, juste après la réunion, on a vu plusieurs députés, même ceux de l'Est, qui étaient contre l'investiture, changer de langage. Et aujourd'hui, ce gouvernement est investi. Selon vous, qu'est-ce qu'il y avait comme message particulier pour convaincre ces élus? Non, le message, c'est l'urgence à l'Est du pays. Le message... 2 ans, il a dirigé... C'est l'urgence. Cette urgence-là. C'est seulement aujourd'hui qu'il a senti l'urgence? Non, non, 2 ans, mais vous savez comment la coalition a marché pendant 2 ans. Vous le savez. Sinon, on n'aurait pas mis fin à cette coalition. Donc, nous disons, l'urgence, c'est la situation sécuritaire dans les pays. L'urgence, c'est le social qui se dégrade au jour le jour et qu'on ne doit pas continuer à rester dans des guerres politiciennes et regarder le peuple congolais en train de mourir, en train de souffrir au nom des positionnements politiques, au nom des intérêts des politiciens. C'est ça l'urgence. Donc, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et garant de la nation, il a eu à interpeller les députés. Parce que tout doit passer par eux. J'ai entendu des gens dire que non, ils ne vont pas investir les gouvernements parce qu'il y a encore des guerres à l'Est. Mais vous ne voulez pas investir les gouvernements. Qui va finir la guerre à l'Est si ce n'est pas les gouvernements? Mais il a dirigé le pays. Donc c'était... Avant le gouvernement FCC cache, il a fait seul. Non, il n'a pas fait seul. Il a fait avec... Le saut de mouton, c'est un dossier qu'il a travaillé seul avec son directeur de cabinet qui cropie aujourd'hui. Nous parlons des choses essentielles. Nous parlons de la paix à l'Est. Nous parlons de l'investiture du gouvernement. On parle du Congo. Nous parlons du Congo. C'est le Congo, oui. Vous savez, on aura à mettre tout ça dans les bilans du chef de l'État. Voilà. Au moment venu, vous aurez à les dire. Donc là, je suis là en train de parler de ce qui se passe maintenant. Donc, l'urgence, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. On en a assez de voir dans nos téléphones des images de nos frères, de nos sœurs, de nos compatriotes, des enfants innocents être tués de la manière la plus crapuleuse qui soit. Donc je crois que c'est ça l'urgence. Vous savez, on peut construire des ponts, on peut construire des belles écoles, mais si on n'a pas de paix dans les pays, nous n'avons rien fait. Donc je crois que l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est d'abord la paix. Même si les 15 piliers du Premier ministre ont été présentés, mais je crois que l'urgence reste des questions sécuritaires, la paix à l'est du pays et la paix dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Vous parlez du gouvernement Semano Kondé. Est-ce que au Tambola Kana Kinshasa? Mais est-ce que je t'aime c'est fini. Est-ce que vous avez visité Makasi Nakendara Kisenso Nakendara Sangamamba. Situation Anzela pour vous êtes là, vous êtes en train de diriger. Ça vous dit quoi? Tant les populations souffrent, au moins Thomson Moko, mais morceau pour morceau Moko. Ça vous dit quoi? Ça me rend conscient du défi que nous avons. Ça me rend conscient que
Félix Tshisekedi a hérité un pays délabré. Non, ne parlons plus de ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque vous achetez une maison qui n'est pas achevée et que vous devrez y habiter, il faut commencer d'abord par l'achever. Voilà. Une maison qui n'a pas de toit, une maison qui n'a pas de murs, qui n'a pas de portes, avant de l'habiter, il faut commencer par restaurer. Vous devez réhabiliter la maison. C'est ça aussi l'État congolais. Tshisekedi a trouvé un pays délabré, à tout point de vue. Il a trouvé la gratuité de l'enseignement primaire dans la Constitution qui n'était pas appliquée. Il applique. C'est l'unique repère que vous avez, hein, la gratuité. Non, mais dites-moi, les repères que vous avez de l'ancien régime, c'est quoi? Il faut avoir au moins un repère. Vous savez, le président de la République ne finira pas tous les défis de la RDC. Ça, il faut qu'on se les dise. Tous les politiques devront dire la vérité aux populations. La population, c'est vrai, attend de Félix Tshisekedi des signaux, c'est vrai. Mais il ne finira pas tous les problèmes. C'est ça même l'avantage de l'alternance et l'effet comment on dit quoi, d'expérimenter plusieurs intelligences à la tête du pays. Joseph Kabila a eu à travailler, il s'en va, Félix vient. Il fait ce qu'il doit faire, il s'en va, un autre vient. C'est comme ça que le pays se construise. Donc, les défis de Tshisekedi sont aujourd'hui ce qu'il a hérité en fait du régime passé, mais il doit mettre aussi de son empreinte. Quand nous circulons dans les pays, la question était posée à Lingala, je crois. Je continue à Lingala. Voilà. Donc, tant que nous sommes dans la carte Moka, nous avons la misère à Congolais. Nous avons le défi, il y a un gouvernement où ils ont investi lobby. Les Congolais portent pour aller par 200 francs. Et Banda Mokonin. Mais quand c'est défiant, il y a une photo aussi ça. Et Bandi les lotés. Le peuple d'abord. Toza te. Et ça, bazo sala tendeko. Hein, bazo sala. Je crois que mandat président, ils ont mandat à 5 ans, tu peux juger au bout il y a 5 ans. Au même temps, on s'en à Saliti, 3 ans, Saliti, on s'en va monter, mais 85e année, à Sali Blora, ma Kassim, Balamobo, et Liki Ezogi Namboka Mobimba. Donc, il ne faut pas, c'est vrai, on a des difficultés dans les pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis majeurs, mais bon, le mandat il est de 5 ans, c'est vrai qu'il y a l'urgence, on a beaucoup de problèmes irrésolus dans les pays sur lesquels on doit s'atteler. Nous faisons confiance au chef de l'État. On a vu sa volonté, on a vu sa détermination à vouloir changer les choses et nous l'accompagnons. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer une bonne résolution par rapport à la situation de l'insécurité à l'Est? Espérer, oui. Et je crois que le président de la République, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il a pris l'initiative d'inviter aussi les troupes kenyanes en RDC pour nous aider éventuellement à finir ces problèmes. Vous savez que c'est aussi ce qui avait causé la rupture entre Kamere et Kabila en 2006. Mais il faut poser la question maintenant à Kamere et à Kabila, pourquoi? Non, puisqu'il n'a pas fait allusion à l'Assemblée nationale. Non, mais il faut d'abord commencer par lire les pouvoirs constitutionnels du chef de l'État. Hein? Les troupes ne sont pas encore là. Ça c'est un message qui a été lancé. Il a déjà lancé. Le message est lancé. Vous savez, la parole d'un chef de l'État a le pouvoir. Mais justement, si le principe constitutionnel veut que cette volonté soit actée par un document ou entériné par l'Assemblée nationale, ça passera à l'Assemblée nationale. Mais il a exprimé cette volonté-là de mettre fin à la guerre. Mais je crois qu'il aille à le faire en rapport avec les pouvoirs constitutionnels qu'il lui reconnaît. On nous annonce déjà l'arrivée des troupes français à l'est de la République. Hein. Je ne sais pas si vous êtes informé. Je ne suis pas du tout informé, mais bon, on va vérifier l'information. Donc, je disais, mais les plus grands défis, on a toujours dit, c'est notre armée, notre propre armée, qui malheureusement aussi est infiltrée. À cause de pouvoir. Pourquoi lui, en tant que garant de la nation, mais en tant que garant de la nation, on est infiltré et maintenant je vais enlever tous ces gens-là qui nous ont infiltrés pour que les Congolais se retrouvent. Justement, si on est tout le temps accusé, on est infiltré, on doit accuser à tout moment l'ancien régime, mais c'est que bon pouvoir. Je ne suis pas en train d'accuser l'ancien régime. Vous savez que c'était une volonté collective de la classe politique. Ce qui s'était passé à Sun City, toute la classe politique était d'accord. Toute la classe politique était unanime
pour procéder au brassage, au mixage de notre armée, dans laquelle on a intégré des militaires qui ne sont pas congolais. Donc aujourd'hui, nous en payons les prix. Et je ne dis pas que c'est le régime Kabila qui l'a fait, c'est toute la classe politique, toute tendance confondue qui a siégé au niveau de Sun City. Donc aujourd'hui que le président de la République veut mettre fin à l'insécurité à l'Est, il faudra qu'il y aille de la manière la plus intelligente, de la manière la plus diplomatique, pour ne pas causer encore beaucoup de dommages collatéraux qui risqueront de mettre les pays à feu et à sang. Donc je crois que les efforts sont déployés par le chef de l'État pour que la paix puisse revenir à l'est du pays. C'est vraiment son cheval de bataille et nous pensons que la paix va revenir à l'est du pays. Sama Lokonde a annoncé, nous aurons à mettre le moyen en œuvre pour qu'il y ait organisation des élections en 2023. Le chef de l'État l'avait aussi annoncé que le recensement ou l'identification de la population ne serait pas un sujet tabou, une raison pour le report des élections de 2023. Pensez-vous aujourd'hui, vous pouvez vraiment assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en 2023, nous irons aux élections? Mais vous doutez de la parole du chef de l'État? On est congolais. En 2016, Joseph Kabila nous avait dit, et juste après c'était le dialogue. Est-ce que ça ne sera pas le cas avec Félix Tshisekedi arrivé en 2023 pour nous dire, écoutez, il y a eu la Covid, et puis on n'a pas de moyens? Mais parler de Joseph Kabila, là nous sommes avec Félix Tshisekedi. Donc, c'est deux... L'histoire. Non, c'est l'histoire. L'histoire nous enseigne toujours. L'histoire nous enseigne, mais c'est deux individus. Deux philosophies, deux intelligences, deux manières de diriger, deux manières de voir les choses. Donc on ne peut pas faire du copier-coller sur deux individus comme ça. Non, je ne pense pas. Le chef de l'État l'a dit. Et nous croyons qu'il va réaliser sa promesse. Nous le croyons. Pourquoi faire des débats sur... Il a déjà fait plusieurs promesses. Hein. On l'attend jusqu'en nos jours à l'Est. Il n'est pas toujours allé s'installer. Il avait promis à commissaire Kinshasa, Dubaï, toi comme ça, on est jusque-là. J'aimerais... même pas sûr qu'il est. Il avait promis, il a promis. S'il faut commencer à citer Ndako Kotonda, jusque-là, tout le monde est l'autre. Non, mais je crois que... Et pour mettre 2023, tout le monde est élection. La politique, elle est faite aussi des promesses. Mais on réalise ce qui doit être réalisable. Mais il faut dire aussi qu'il y a des facteurs imprévisionnels qui arrivent au cours du mandat. Mais en ce qui concerne la promesse d'aller rester avec la population de Béni, c'est le chef lui-même qui en juge non seulement l'opportunité, mais aussi le moment. J'entends des gens commencer à en faire comme un chantage à la place publique, sur des réseaux sociaux, où des élèves des Béni sont allés assiéger, ils ont passé leur troisième nuit à la mairie pour réclamer... Beaucoup n'ont pas encore repris. Non, mais je crois ces enfants ont besoin quand même. Je crois qu'il faut qu'on arrête avec ces chantages politiques. Il faut qu'on arrête avec cette manipulation. On ne peut pas prendre nos enfants comme ça, comme des boucliers pour des revendications politiques. Et je dis que ceux qui les font sont irresponsables. Non, ces enfants-là, s'il vous plaît, facultativement. Mais il y a non, personne qui dites-moi, donc un enfant, s'il vous plaît, juste mais s'il vous plaît, votre enfant sort de votre maison comme ça, il a 5 ans, 6 ans, il va faire 5 nuits, s'il vous plaît. Mais laissez-moi parler. L'enfant a ses droits. Et les parents a quoi? Le droit d'être éduqué. Et vous, le papa, le droit de bien manger. Et si cet enfant-là doit revendiquer ses droits... Alors vous traitez maintenant votre enfant comme un enfant de la rue, vous le laissez dehors pendant 3 jours, avec des intempéries. Si l'enfant doit mourir, l'enfant meurt dans la rue parce qu'il faut que le chef d'État vienne. Le gouvernement a été incapable de réaliser ou de répondre à l'attente de cet enfant. Mon cher ami, soyons responsables. Ne jouons pas avec la vie de nos enfants. Elle est sacrée. Et même la Constitution le dit, la vie est sacrée. Et je crois même que pour les... S'il vous plaît, pour les parents qui laissent leurs enfants dans cet état de choses, je crois que l'État devait en principe les interpeller. On ne peut pas prendre des enfants pour le mettre au front politique comme des boucliers
On ne se sert pas des enfants dans un champ de bataille. Il faut arrêter avec ces chantages-là. Donc je rappelle encore ici, c'est vrai que le chef de l'État a fait cette promesse-là, mais le chef de l'État connaît le moment clé. Ah, il attend s'il vous plaît. Le début de campagne. Je rappelle aussi que le siège des institutions, le chef de l'État est une institution. Le siège des institutions de la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. Mais donc, vous avez promis d'y aller avec l'état-major. S'il vous plaît, justement, vous avez bien précisé. Avec l'état-major, il faut partir avec... Quand le chef de l'État dit qu'il va habiter là, je crois que dans ma perception, dans ma compréhension des choses, il part d'instaurer, de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie de la République. On n'a pas besoin de la présence physique du chef de l'État là pour que la paix soit rétablie. Non. Le chef de l'État n'est pas militaire, il ne va pas au champ de bataille. Il ne prend pas une arme, il ne va pas en guerre, le chef de l'État. Vous avez sa présence, s'il vous plaît, moi j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est restaurer l'autorité de l'État. Cette autorité qui n'est pas ressentie doit être ressentie par la présence de notre armée, qui doit être une armée motivée, bien équipée, qui est assistée efficacement ou efficacement, malheureusement, par la MONUSCO. Donc, mais je dis que la responsabilité de rétablir la paix à l'Est revient premièrement à l'armée congolaise, qui doit être motivée et bien équipée par le gouvernement congolais. Le chef suprême de l'armée, c'est le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il est le commandant suprême. Donc c'est lui qui doit donner les injonctions et les autres vont respecter. Mais s'il ne le fait pas, est-ce que vous allez encore condamner l'armée? Mais vous n'avez pas vu des images en Ituri où il y a des garnisons de militaires qui entrent et la foule, la population en liesse? Vous n'avez pas vu? Aujourd'hui, il y a eu encore des morts. Aujourd'hui, on a vu les images. Aujourd'hui, il y a eu 5 morts à Uturi. Mais à Djungu, il y a eu 10 morts. Je ne voudrais pas ici commencer à faire la comptabilité des morts parce que c'est trop macabre. S'asseoir sur un plateau, nous réalisons notre faiblesse, nous réalisons notre vulnérabilité sur les plans sécuritaires. Et nous sommes en train de travailler à résoudre cette défaillance sécuritaire. Donc, je pense que le chef de l'État est déterminé à mettre fin à ces tueries qui ne datent pas d'hier. Aujourd'hui, les gens parlent de ce qui se passe à Goma comme si ça commençait hier, comme ça commençait. 150, 200 groupes, aujourd'hui c'est plus de 300, plus de 400, 500. Non, mais qui les multiplie? Qui les multiplie? Vous savez comment ça se passe là-bas à l'Est? Les pays mal gérés. Non, mais écoutez, vous savez comment ça se passe d'abord avec ces groupes-là à l'Est? Nous sommes à 10 comme ça, je manifeste mon mécontentement, je dis ok, moi je claque la porte, je crée mon groupe. Comme ça se passe. Ce sont les mêmes personnes qui ont été ensemble à un certain moment. Bon, celui-ci se décide, il quitte ses quartiers en général ici parce qu'ils n'ont pas bien partagé leur butin. Ce ne sont pas des groupes qu'on crée, ce sont de nouvelles personnes qui se convertissent en rebelles. Non, ce sont les mêmes rebelles qui ont toujours existé, qui ont été dans un coin comme dans un autre. Mais bon, à un certain moment, ils ne se mettent pas d'accord, ils changent de positionnement. Mais ce n'est pas une création, ce n'est pas légal comme on enregistre les partis politiques dans les pays. Molo, on a que descendre vers la fin de cette émission. Willy Bakonga, comment est-ce que vous avez pu nommer un Américain au sein du gouvernement congolais? Vous le donnez un ministère comme le ministère de l'Éducation en RDC, le PSP. Et aujourd'hui, on l'arrête avec 2 millions de dollars au Congo-Brazzaville. On ne sait pas le récupérer. Tantôt il veut récupérer sa place au Sénat, tantôt c'est un Américain. Est-ce que vous ne voyez pas que quelque part la gestion de Félix, c'est comme s'il y avait un problème? Vous avez beau créer la gratuité, voilà que le ministre est en train de me prouver le contraire. En quoi Félix est impliqué dans ce qui se passe? Attendez, je vais vous répondre. La politique. Je pose. Non, moi je ne vous pose pas la question. Je suis en train de me questionner. Je ne vous pose pas la question. Je ne vous demande pas de me répondre. Je ne veux pas répondre. C'est vous les journalistes. Je tenais l'idée. C'est vous les journalistes. La politique du gouvernement, la politique du pays. C'est ça ma pédagogie. Je me pose des questions et les amis qui nous suivent se posent la même question aussi. En quoi est-ce que Félix Tshisekedi est impliqué dans ce qui se passe? Lorsque vous dites que comment il a nommé un Américain. Je me pose la question, Willy Bakonga a commencé à être américain le 26 août
2019 lorsque Félix les nomme comme ministre, où il a eu déjà par le passé. Il pouvait cocher S'il vous plaît. Où il a eu déjà par le passé à exercer des fonctions dans ce pays, ministre des Sports, ministre je ne sais où encore, membre influent des plateformes politiques, des partis politiques. Et pendant toute cette période-là, on ne savait pas qu'il était américain. Aujourd'hui, on brandit sa nationalité américaine. C'est la question que je me pose. Des deux, en quoi est-ce que Félix Tshisekedi est impliqué lorsque il est pris la main dans le sac, traversant les fleuves Congo? Est-ce que vous savez d'abord que la traversée entre nos deux pays est fermée? Il n'y a pas de passage. Là, tout le monde le sait. Il n'y a pas de passage. Mais il faut se poser la question, par quel mécanisme les ministres traversent de Kinshasa vers Congo-Brazzaville? Par une pirogue des pêcheurs. Une pirogue des pêcheurs. Et pourquoi ils traversent? Parce qu'il a senti que l'état des droits est à ses trousses. Parce qu'il y a eu détournement au niveau de l'enseignement primaire. Willy Bakonga était habitué à un régime d'impunité. Aujourd'hui, il est pris la main dans les sacs. Pourquoi? Il traverse pourquoi? Parce qu'il y a un dossier de l'IGF qui a établi sa responsabilité dans les détournements de l'argent qui devrait servir à la gratuité de l'enseignement. Donc Willy Bakonga est le premier à s'attaquer au cheval de bataille du président de la République qui est la gratuité de l'enseignement. Mais maintenant, lorsqu'il est pris la main dans les sacs, en quoi est-ce que Félix Tshisekedi dit? Il a donné un temps de grâce à tout cela, il a demandé. Hein? Félix Tshisekedi a eu à le dire, je crois qu'au cours de son discours du 30 juin de l'année 2020, qu'il ne veut pas faire périr les méchants et qu'il donne aux méchants l'occasion d'échanger. Vous avez entendu ce discours-là? Mais c'est comme ça la chance qu'il a donnée à tous ceux qui étaient du FCC, qui aujourd'hui travaillent avec lui. Brazzaville va nous escrader Willy Bakonga a vu que la justice fasse son travail. Vous croyez à cela? Willy Bakonga, jusqu'à preuve du contraire, il est congolais. Il a été élu député national. Il a été élu sénateur de la RDC. Un Américain ne peut pas être élu sénateur. Un Américain ne peut pas être élu député. Donc, c'est juste un prétexte pour évader à la justice congolaise. Donc, je crois que s'il n'est pas encore ici, je crois qu'il sera extradé ici et il sera jugé. 2023, élection, c'est la toute dernière question. 2023, élection, répondez-nous directement. Bati et Tshisekedi, qu'est-ce que vous allez soutenir, vous? Bati n'est pas candidat en 2023. 2023, Bati, candidat président de la République, Félix Tshisekedi, candidat président de la République. Qui est-ce que vous allez soutenir? Vous voulez que je réponde directement comme ça? Répondez-nous. Ben, c'est Félix Tshisekedi. Bati n'est pas candidat. Merci beaucoup, M. Chris Moukindi, d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à Sele Chamala qui était à la réalisation de cette grande émission, ainsi que Jonathan, qui ont concouru bien sûr à la satisfaction de vous qui nous avez suivis. Un grand merci aussi à Platini Malois qui était de l'autre côté de la régie. Surtout, faites confiance à Missionnerie Télévision, cette chaîne qui fait le bonheur de la République et surtout votre bonheur, vous qui nous suivez chaque jour. Bonne suite des programmes et on se fixe rendez-vous pour demain avec un autre numéro.